En Europe, sur 22 IPO, il y en a eu 22 qui sont passés et 7 qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Ça fait quand même un taux de déchet énorme. 40% de ton actionnariat que tu distribues au moment de l'IPO change de main dans les 6 mois. Et je crois que c'est 20% dans le premier mois. Les introductions en bourse qui se passent bien au début, 80% des cas continuent à bien se passer en fonction des horizons de temps. Et comme je disais à l'inverse, les IPO, si le premier jour elles sont en baisse, à 70% des cas, elles seront encore en baisse le mois et 6 mois après. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. L'introduction en bourse est souvent vue comme un succès, un moment d'effervescence dans la vie d'une société au cours de laquelle on est présenté au marché tout un tas de promesses de croissance et de raisons pour lesquelles son titre va superformer le marché. Pourtant, si on regarde froidement la liste des entreprises qui se sont introduites en bourse en Europe en 2024, les performances allaient de plus 411% pour la meilleure à moins 30% pour la plus mauvaise. Une disparité qui laisse circonspect. Alors comment ça fonctionne une introduction en bourse ou une IPO comme on les appelle aussi ? Et ces événements sont-ils des opportunités qu'il faut saisir à tout prix ou bien vaut-il mieux plutôt en général les éviter ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Gauthier Rousseau, notre invité du jour. Gauthier est cofondateur et gérant du fonds indépendant européen Amundsen IM qui est spécialisé dans l'investissement des sociétés qui s'introduisent en bourse ou qui font appel au marché pour financer leur croissance. Au service des grands institutionnels européens, Amundsen analyse une grande partie des deals qui arrivent sur le marché en Europe. Gauthier a donc un point de vue privilégié ici à nous partager. Au cours de notre conversation, on verra quel niveau de performance il faut viser en tant qu'investisseur particulier sur une introduction en bourse, quels sont les critères pertinents à observer auprès des sociétés qui font appel au marché, comment évolue la structure de ce marché et à quels nouveaux risques est-on confronté, apportés notamment par l'essor de la gestion passive et des ETF, où trouver les informations pertinentes et comment participer concrètement sur ce segment. Un épisode découverte sur un sujet assez peu connu, très peu couvert habituellement et qui devrait te rendre plus aguerri dans tes analyses. Avant de démarrer, je voulais t'inviter à considérer le Hub, ma communauté privée située investisseurs avec de l'expérience et du vécu. Je recherche en particulier aujourd'hui des femmes, des investisseuses femmes pour le groupe en ce moment, non pas par esprit de diversité, représentabilité, égalité des chances, etc., mais parce que je crois fondamentalement que les femmes qui investissent ont des réflexes d'investissement qui sont souvent meilleurs que ceux des hommes. Et comme j'aimerais exposer le groupe à des meilleures compétences, un savoir-faire complémentaire, je pense que c'est un avantage que d'avoir des femmes dans ce groupe. Alors si tu es une femme et que tu as déjà investi, peu importe sur quel support, immobilier ou non, et que tu souhaites accélérer dans la construction de ton autonomie financière en partageant les meilleures pratiques au contact des nombreuses compétences déjà présentes dans le Hub, songe à poser ta candidature sur le lien investisseur avec un s40.com/hub, HUB, et je serai ravi d'en discuter avec toi. Allez, sur ce, on attaque notre conversation sur les IPO avec Gauthier. C'est parti. Salut Gauthier, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Merci Paco, merci de me recevoir. Content de parler d'un sujet, on en discute juste en off là, un sujet qui est vraiment pas très connu, très abordé avec toi, les sujets des introductions en bourse. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle a été ta rencontre toi avec ce sujet des introductions en bourse ? Pourquoi tu es bien placé pour nous en parler ? Comment tu... D'où l'histoire et pourquoi. Écoute, la rencontre avec l'introduction en bourse, je ne sais pas s'il y en a une, mais petite anecdote, je crois que ma première IPO, on appelle ça une IPO, je devais avoir 12 ans, c'était les privatisations de l'époque Balladur. C'était Renault en 1994. Évidemment, en 12 ans, tu ne fais pas du trading, mais c'est vrai que je m'étais un petit peu intéressé à ce sujet-là, qui était dans l'économie. Et je crois que c'est mes parents, évidemment, qui avaient profité de l'offre. Il y avait une offre, évidemment, très avantageuse pour les particuliers. Et à partir de ça, c'est vrai que j'ai toujours été très intéressé par les marchés. Et j'ai passé pas mal d'années en banque d'affaires à conseiller les entreprises, justement, à faire leurs émissions en bourse. Donc ça, après l'université. Après, je suis passé ce qu'on appelle en capital investissement, donc private equity, donc du côté privé, où là, on investissait dans des sociétés non cotées. Et finalement, en 2012... je déménage en Norvège, mon épouse est norvégienne et je travaille pour le fonds souverain norvégien. Et là, je les aide à monter une équipe qui va se spécialiser justement sur les opérations de marché, dont les introductions en bourse. Je fais ça une dizaine d'années, ça se passe très bien. Et en 2019, j'essaye de me lancer. Et on se lance assez vite en 2020 avec un collègue, un cofondateur. Et Amundsen aujourd'hui a 5 ans. Société de gestion, donc spécialisée sur les opérations de marché, dont les introductions en bourse. Et sur ces 5 dernières années, on a à peu près investi déjà plus d'1 milliard d'euros, mais dans le monde. On n'est pas que investi en France, en Europe. Donc voilà, la petite histoire.
Quand tu parles du coup, toi, tu es associé à Amundsen, ouais. C'est ça? Amundsen, c'est 2 fondateurs. Ouais. Aujourd'hui, c'est une équipe de 8 personnes. Et on est... donc moi, je suis ce qu'on appelle un gérant. Donc voilà, je prends une décision d'investissement, supporté par une équipe d'analystes qui rencontrent les sociétés avec moi, on fait la recherche. Et puis, on interagit beaucoup avec, évidemment, aussi les banquiers, les apporteurs d'affaires, mais aussi avec les actionnaires du non-coté. Comme je disais, je viens du non-coté, j'ai un peu la triple casquette, je dirais, à la fois conseiller les entreprises dans mon expérience de banque d'affaires, investisseur non-coté et investisseur coté chez le fonds souverain. Pourquoi on a monté Amundsen et pourquoi on a vu une opportunité? Donc tu es fondateur avec un d'autre. Ouais, on est 2. Ouais. Et c'était pas du tout mon objectif d'être fondateur, comme beaucoup de gens, parfois ça peut te tomber dessus. Mais en fait, après 10 ans au fonds souverain, on s'est rendu compte avec Per qu'il y avait une vraie opportunité pour de nouveaux investisseurs pour se lancer et être vraiment engagés et actifs sur cette part du marché. C'est un gros marché, c'est à peu près 120 milliards d'euros tous les ans, les IPO en Europe. Déjà, il y a un flux répétitif d'opportunités. Et c'est un marché extrêmement inefficient. C'est-à-dire que, tu vois, il y a beaucoup de volatilité. Les performances peuvent aller un peu dans tous les sens. Ça veut bien dire que c'est inefficient. Et quand tu es un investisseur institutionnel, comme nous, comme je l'étais, tu es mesuré par ta capacité à battre le marché. C'est-à-dire, si le marché fait 6% comme il l'a fait l'année dernière, nos investisseurs te demandent de faire plus. Donc, comment tu fais plus quand tu es dans une industrie très compétitive? Il faut trouver évidemment un marché où il y a des inefficiences. Et dans le monde de l'action, du marché, le marché IPO primaire est extrêmement inefficient. Donc, nous, on a vu une opportunité de taille, très inefficient, et avec un besoin d'avoir de plus en plus d'investisseurs qui engagent, parce que c'est une discussion qu'on aura, mais le monde du marché, c'est vrai, est de plus en plus passif. Il y a de plus en plus de fonds indiciels, ETF, je crois que tu as couvert ça dans tes podcasts. Il y a de plus en plus de fonds quantitatifs qui traitent très vite. Je pense que plus de 50% des volumes aujourd'hui sur les marchés sont des volumes qui sont ce qu'on appelle intraday. Les gens sortent et rentrent dans la journée. Donc en face de ça, les entreprises qui veulent se coter en bourse, elles se demandent mais avec qui je vais parler, quels sont les investisseurs qui vont pouvoir m'aider à me coter, comprendre mon histoire, me donner un prix. Voilà, donc c'était une opportunité pour Amundsen. Et dans le modèle économique aujourd'hui Amundsen, vous conseillez toujours les émetteurs aussi ou vous êtes du côté investisseur? On n'est qu'investisseur. Donc nous, on est vraiment une société de gestion, on gère un fonds. On ne conseille pas les entreprises, on ne conseille pas les conseils qui, eux, sont censés conseiller les émetteurs. Par contre, on a un dialogue direct avec eux pour leur donner un maximum de feedback et de vues sur ce qu'on pense des sociétés qui s'accompagnent, qui conseillent. Le plus tôt, le mieux. Donc, c'est-à-dire qu'on aime bien engager des discussions 2 ans, 18 mois, 1 an avant une éventuelle introduction en bourse. L'idée, c'est d'engager un dialogue et de donner notre vue, qui n'est qu'une vue parmi d'autres. Mais au moins, c'est d'avoir cette capacité à remonter l'information et aider les entreprises à avoir un peu de confort, un peu de visibilité sur l'appétit du marché pour une histoire comme la leur. Et côté investisseur, vous recueillez donc les fonds qui vont être investis exclusivement sur cette thèse d'investissement, les IPO. Oui, alors nous, on vend une thèse d'investissement. On a un mandat qui nous est donné par des institutions. Donc, nos investisseurs à nous sont que des grandes institutions, des fonds de pension, à qui on a dit, voilà, si vous investissez avec Amundsen, qui en fait, vous déléguez votre gestion à Amundsen, vous allez prendre un certain type de risque. Le risque que vous allez prendre, c'est qu'on va investir dans des sociétés qui sont plus ou moins jeunes et qui se cotent sur les marchés. Alors aujourd'hui, le mandat, c'est à peu près 1/3 déployé sur des introductions en bourse et 2/3 sur des sociétés déjà cotées, mais qui font un appel au marché. Typiquement, une société qui veut lever des fonds propres pour financer une acquisition ou un actionnaire sortant qui veut vendre une participation, il y a un appel au marché. Et là aussi, on participe et on s'engage. Donc voilà, nos investisseurs savent que nous, c'est notre mandat, on se restreint à ce mandat-là. On ne fait pas autre chose. C'est très important de jamais changer de stratégie parce que c'est là où tes investisseurs peuvent finalement sortir leurs fonds. Il faut être cohérent et il faut en rester à ce que tu as dans le mandat. Surtout qu'il doit y avoir un horizon d'investissement dans la promesse qui doit être assez long. J'imagine c'est pas genre tu rentres, tu sors, quoi. Alors les investisseurs, tu sais, les horizons d'investissement, tout le monde aime dire on veut que vous soyez long terme, nous sommes long terme. Mais la réalité, c'est que les gens regardent les chiffres et les performances et ta performance est annualisée. Donc dans le monde de l'investissement, tout le monde te dit je suis long terme, mais jusqu'à un moment où tu ne l'es plus parce que soit ça va mal ou soit ça s'est trop bien passé et tu sors. Donc la réalité, en fait, et ce qui est assez naturel, c'est que les gens regardent plutôt leur performance annualisée. Après, c'est plus ta tolérance à garder et à tenir le risque. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui peuvent en effet avoir de la duration du capital et même s'ils voient que tu sous-performes, croient durement à la thèse d'investissement et savent très bien qu'à un moment, tu
tu pourras bien performer. Mais ça demande un certain niveau de conviction. Mais beaucoup d'investisseurs, de sociétés de gestion comme nous, d'allocataires, peuvent être en fait finalement assez court terme. Nous, notre approche, elle est assez simple. C'est de dire, on a un retour sur investissement attendu de 20-25%. Typiquement, c'est quel est ton coût d'opportunité, quel est le coût du capital que tu as. Et si on atteint ces retours-là, dans ce cas-là, on sort de nos investissements et on réinvestit ailleurs. Et si on n'a pas atteint ces retours, on tient notre position, ou parfois on fait des erreurs, on change et on sort. Voilà. Donc c'est assez dynamique. Avant d'en venir peut-être au cœur en fait des IPO, comment ça fonctionne, etc., juste surprendre une sorte de panorama, un pas de recul, parce que tu disais qu'un tiers c'était les émissions en primaire et 2 tiers des appels au marché. Et de manière un peu plus globale, en Europe, il y a des marchés qui sont plus ou moins, actifs. Enfin, il y a des économies qui sont basées sur beaucoup plus de marchés cotés et d'autres qui ne sont pas forcément cotés. Alors, j'imagine, j'ai pas les données, mais je crois qu'en Allemagne, par exemple, c'est beaucoup de non cotés. Est-ce que, comment tu vois la relation entre les sociétés cotées et l'activité économique d'un pays et aussi la performance pour un investisseur? Tu vois, donc j'imagine, dans ce cas-là, pour la performance d'un investisseur, c'est de se poser la question, est-ce que ça vaut plus le coup d'aller sur du côté ou du non-côté? Selon encore une fois, avec cet esprit macro en Europe, est-ce qu'il y a des vraies tendances, des vrais trucs qui se dessinent ou ouais. Pas forcément, quoi. Non, si, c'est une question complexe parce que tu as des différences par marché, c'est sûr, en termes de pénétration du non-côté versus côté. Et c'est énormément lié notamment à la profondeur de marché et par exemple ton système de retraite ou la capacité à avoir des fonds locaux qui investissent sur les marchés. Tu regardes en Suède, c'est un marché qui est 2 fois plus actif que le marché français en primaire pour une économie qui est bien plus petite. Il y a beaucoup de fonds suédois et un système de retraite qui fait que voilà, il y a beaucoup d'argent qui circule dans l'économie, qui viennent soutenir les sociétés locales. Et même si le private equity est très développé aussi en Suède, mais c'est vrai que je connais bien, parce que voilà, je suis installé en Norvège, et en Norvège aussi, les pays nordiques sont très très forts, il y a beaucoup d'activités sur les marchés. Pourtant, c'est des petites économies. Mais elles misent beaucoup sur l'investissement, sur cette classe d'actifs. Tu vas en Allemagne, tu l'as mentionné, mais en France, c'est pareil. C'est vraiment le désert, malheureusement, en termes d'allocation sur des stratégies cotées. Beaucoup d'argent, en fait, est siphonné par les réseaux bancaires. Ça va sur des produits qui sont soit défiscalisés ou à faible risque. Malheureusement, et donc en fait ça assèche un petit peu cette liquidité-là, et qui c'est un cercle vicieux parce que moins de liquidité, les valorisations baissent, t'as moins d'émetteurs qui viennent. Et ce qui s'est passé notamment en France, c'est que le marché du non-coté, que je connais aussi quand même très bien, c'est quand même beaucoup développé. Et c'est vrai que ça fait un peu concurrence aujourd'hui à des sociétés qui, il y a 15 ans, seraient peut-être allées sur les marchés. Aujourd'hui, tu as une panoplie d'alternatives pour te financer, parce qu'il faut comprendre pourquoi tu fais une IPO. Il y a différentes raisons. Mais ça peut être un fondateur qui veut une question de transmission, ça peut être une société qui a besoin de fonds pour se développer, financer sa croissance. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de solutions proposées. Et donc, le marché du non-coté se développant beaucoup est une alternative qui fait aujourd'hui, ça prend une part importante dans l'économie. Ouais. Et d'ailleurs, tu mentionnais ton premier intérêt avec le gouvernement Balladur. Donc, qu'est-ce qui pourrait donner l'impulsion à ce que ça change peut-être en France, qu'il y ait plus de volonté des sociétés est-ce que c'est la complexité de mettre ça en place, administrative et tout, qui fait qu'elles abandonnent? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas de liquidité derrière, parce que les investisseurs sont trop attirés sur d'autres types d'actifs, private equity ou autres? Qu'est-ce qui fait que ça pourrait changer qu'en France, il y ait plus d'IPO finalement, quoi? Alors, si tu regardes les statistiques en France, c'est vrai que tu avais à peu près une quarantaine d'IPO par an dans toutes les années 2000. Et puis, jusqu'à avant Covid, tu étais à peu près, je pense, à une vingtaine. Alors, Covid, le coût du capital a baissé, les taux étant à zéro, tout d'un coup, tout le monde est revenu sur les marchés. Je pense qu'en 2021, tu avais déjà 30 IPO en France, 2 fois plus que les années d'avant. Et puis après, voilà, ça s'est remis à s'assécher. Je crois que l'année dernière, en France, on n'avait que 2 IPO. Bon, je reviendrai pourquoi, parce qu'en fait, la raison principale, c'est que les performances étaient vraiment horribles sur les IPO de 2021, 22, 23. Je pense que la performance médiane de ces introductions en bourse a été moins 70%. Voilà. Donc évidemment, quand il n'y a pas une bonne performance, c'est compliqué d'envoyer le message pour les émetteurs. C'est-à-dire, venez sur les marchés, le marché est ouvert. Donc ça, c'est la performance a été un des sujets qui fait qu'il y a moins d'activité. Une des raisons aussi, c'est, tu disais, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'activité revienne, mais je pense que le politique, c'est un sujet assez vague, mais je pense qu'il pourrait aider. Encore une fois, je revenais sur
favoriser un système où finalement l'épargne est investie sur ce type de produits dans l'économie. Aujourd'hui, ça prend clairement pas la direction. Il y a d'autres pays, comme j'ai dit, qui l'ont prise. Aux États-Unis, ils ont aussi le même problème. Il y a de moins en moins d'introductions aux États-Unis. Il y a aussi de plus en plus de fonds indiciels et passifs. C'est à 60% maintenant aux États-Unis. Mais en quantum et en volume, ça reste un marché beaucoup, beaucoup plus profond. Donc, ta question, c'est comment est-ce qu'on peut redonner ce goût-là de l'IPO à des entreprises ou à des fondateurs? C'est de leur montrer que finalement, il y a un marché qui marche, qui fonctionne. En fait, finalement, ce côté en bourse, c'est simplement créer une liquidité pour ton actionnariat. Rien ne change fondamentalement pour toi, société. Tu crées un marché parce que, encore une fois, tu veux utiliser ce change-là, cette devise-là pour financer ta croissance ou payer tes actionnaires ou tes employés. Donc, fondamentalement, il n'y a pas de raison de ne pas vouloir ce côté en bourse, ça ne change rien. Alors, tu parles de la réglementation, tu parles de coûts additionnels, de reporting. Oui, non, bien sûr, mais en même temps, le contre-argument de ça, c'est de dire que ça va t'aider à être une société mieux organisée, tu contrôles mieux tes KPI, tu as un meilleur reporting. Donc, en soi, c'est plutôt des bonnes choses. C'est pas une mauvaise chose d'être organisé, d'avoir des ressources en interne qui te permettent d'avoir une meilleure disclosure, d'être plus de transparence. Ça t'aide aussi parfois à recruter, c'est très important, parce que ça donne confiance aussi aux talents. Aujourd'hui, quand tu es une boîte tech et qu'il n'y a pas beaucoup de... il y a beaucoup de concurrence pour te recruter les meilleurs talents. Si tu dis que tu es coté et que tu peux aussi payer en stock, c'est important. Beaucoup de sociétés dans la tech payent avec des options et du papier, mais à un moment, les gens veulent en voir la couleur aussi et l'introduction en bourse te le permet. Tu gagnes en visibilité avec tes clients. Donc, il y a beaucoup de bienfaits. Oui, il y a du reporting, mais encore une fois, je pense que ça, c'est un coût qui est très vite finalement connu et su, et c'est une question d'organisation. Le sujet, c'est de donner confiance aux fondateurs ou aux actionnaires dans le non-coté que la bourse, en fait, va leur permettre d'avoir de la liquidité, mais de création de valeur aussi. C'est-à-dire, dans le temps, pouvoir mieux valoriser ton entreprise. Mais comme je disais, tu regardes les stats, finalement, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de ces sociétés-là sont venues trop tôt, pas avec un modèle économique viable, trop de risques, des sociétés trop petites, et qui ont en fait finalement mal performé, pas performé selon leur guidance initiale. Et donc la performance n'a pas été bonne. Alors justement, j'aimerais bien qu'on regarde par rapport à cette sous-performance et ces cas. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et ça adressera aussi peut-être la question que j'avais, qui est que peuvent avoir les sociétés aussi qui s'introduisent en bourse, en plus de toutes ces choses-là, administratives et reporting, c'est de se dire, ouais, mais si j'investis et que mon cours de bourse fait moins 50, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour elle, quoi? Et tu vois, j'ai pas l'impression que ça soit aussi déterminant, à part si tu as besoin de faire d'autres appels à l'épargne. Bien sûr. C'est pas la mort si tu as Non, mais c'est pas la mort, parce qu'encore une fois, regarde, tu t'en fiches, comme tu disais, ça change rien fondamentalement à ton business et puis à la manière dont tu t'occupes de tes clients, la valeur ajoutée, tes produits, bien sûr. C'est simplement un indicateur qui fait que les investisseurs sont prêts à payer tant pour devenir actionnaires. Donc, c'est un signal de certaine manière de confiance, mais il y a tellement de sujets techniques qui peuvent expliquer pourquoi le marché te valorise à un tel niveau. Je peux donner un exemple. Waga, qui est aussi une très belle société française technologique qui valorise les gaz de décharge, qui a fait son IPO en 2000, je me souviens plus maintenant, quelques années déjà, 3 ans, a délivré selon ses guidances. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment sont venus avec un plan et finalement, ils l'ont délivré. Tout d'un coup, le jour des annonces des résultats de la société, les résultats annuels, le management vient, est très content. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. On délivre bien. En parallèle, le jour même, le cours dévisse. En fait, il se trouvait que le cours venait d'être sorti d'un indice qui s'appelle l'indice MSCI. Donc, il y avait un facteur technique. Tu sors d'un indice, et comme je disais, les marchés sont de plus en plus finalement tirés par ces fonds indiciels. C'est-à-dire qu'il y a des gestions aujourd'hui qui suivent ces indices-là. Donc, si tu es sorti d'un indice, toutes les gestions indicielles, finalement, sont plus dues de te tenir. Donc, ça, c'est un facteur technique qui fait, même indépendamment de la performance opérationnelle et financière de la société, ton cours de bourse ne va pas le refléter. Donc, ça, c'est un exemple. Tu peux dire, bon, il n'y a pas d'impact, parce que finalement, c'est simplement un chiffre, une valorisation que le marché donne, mais qui n'impacte pas tes finances. Sauf que si jamais, comme Waga, un jour, tu veux lever des fonds propres pour financer ta croissance, ça t'embête de devoir émettre des fonds à une valorisation bien plus basse que tu dilues tes actionnaires. Donc ça peut être gênant. Donc surtout dans les business où tu as vraiment besoin de financer ta croissance par des capitaux.
Après, c'est vrai que si tu n'as pas besoin de revenir au marché, comme tu disais, dans ce cas, c'est moins sujet. Après, le sujet, c'est comment tu expliques à tes salariés que ton cours de bourse dévisse. Les gens vont dire, est-ce qu'on est en faillite? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le marché ne nous aime pas? Voilà. Donc, je pense qu'il y a un peu plus, dans ce cas, de management et de psychologie à gérer. Et donc, un peu plus de pression aussi pour les équipes de management et puis les boards aussi. Mais normalement, tu aimerais que le marché reflète quand même la performance financière opérationnelle, ce qui serait assez logique. Mais comme je disais, il y a des vrais facteurs techniques qui peuvent faire que ça soit assez décorrélé. Et qui est difficile en termes de message à pouvoir expliquer. Enfin, parce que tu as beau dire c'est technique, la liquidité est sortie, parce que dans ton exemple, en fait, ils sortent de l'indice, ça veut dire que les fonds de gestion sont plus tenus de les détenir, donc elles les vendent, et donc il y a l'impression... Et en fait, tu es moins visible, tout d'un coup... En fait, c'est pour ça que je dis que le marché, il est très tiré par ce qu'on appelle les flux d'allocation, en fait. Donc, c'est indépendamment... Et c'est pour ça que, d'ailleurs, à business équivalent, sur 2 marchés équivalents, le marché ne va pas valoriser une boîte de logiciels en Inde comme tu valorises une boîte de logiciels en France. Évidemment, il y a des facteurs fondamentaux de taux de croissance, de profitabilité, mais c'est toujours aussi un coût d'opportunité. Si j'investis pas dans cette société-là, c'est que je vais investir ailleurs. Et donc, c'est un arbitrage que tu fais en permanence. Et donc, c'est des facteurs assez techniques. Où finalement, quel est mon choix? Et quand tu n'es plus dans un indice, finalement, voilà, tu attires moins de monde, moins d'investisseurs potentiels. Donc, la société qui s'est cotée en bourse, malheureusement, sous-performera. C'est pour ça que dans les IPO, c'est très important, on pense, que les sociétés cotées viennent avec une certaine taille. Il y a plusieurs raisons pour ça. Parce que non seulement il y a les facteurs techniques, d'être assez visible dans les indices. Ça, c'est très important. Mais aussi parce que plus tu es gros, plus ton business, en moment, est quand même moins à risque. C'est-à-dire une diversification de tes revenus, solidité financière. Donc, le profil de risque aussi moindre. Et donc, on le voit dans les performances. Quand je disais tout à l'heure, performance médiane négative de 75%, en fonction des années, entre 65 et 75 ces 3 dernières années. C'est surtout vrai pour les petites introductions en bourse, parce qu'on parle d'introduction en bourse en moyenne de 25 millions d'euros d'offres, c'est tout petit. Tu regardes les offres au-delà de 100 millions d'euros, elles surperforment. Donc, il y a clairement une corrélation positive entre taille et performance. Ouais, en termes de volatilité en tout cas, quoi. S'il n'y aura pas un décrochage autant sur des grosses boîtes. Beaucoup moins, parce qu'en fait, tu peux appeler. Tu es plus intéressante pour beaucoup d'investisseurs potentiels, soit des investisseurs mondiaux, régionaux, sectoriels. Que quand tu es petit, c'est assez niche. Le problème, je ne vais pas forcément faire des amis en disant ça, mais c'est quand tu vois pourquoi une société va en bourse, souvent aussi elle est conseillée par des gens qui vont dire va en bourse. Donc souvent, les conseils peuvent aussi donner le mauvais conseil. C'est-à-dire qu'eux, ils ont intérêt à closer une opération et dire va en bourse, le marché est ouvert. C'est ce qu'on a vu en 2021. Tout d'un coup, plein de sociétés viennent sur le marché. C'est pas parce que tout d'un coup, il y a plein de super sociétés. Parce que tout d'un coup, tout le monde s'excite, le marché est ouvert et on va essayer de convaincre des CFO à venir sur le marché. C'est le moment, le marché est ouvert, tu peux lever de l'argent. Mais en fait, la société n'est pas prête, elle n'a pas un bon plan, elle ne délivrera pas son plan et c'est la pire des choses que tu puisses faire. Donc, nous, c'est toujours le message qu'on essaie de dire. C'est les fenêtres de marché, tu peux toujours essayer de les timer. C'est pas la bonne approche. C'est très opportuniste. Et si tu veux faire, toi, si tu es fondateur d'une boîte, oublie le marché, oublie les fenêtres, essaie plutôt de penser à ton plan, ta création de valeur et quelle est l'utilité et l'intérêt de faire un IPO. Et si tout ça, il y a des bonnes réponses que les investisseurs, nous, institutionnels, on pourra donner, ça se passera très bien. Ce qui est important, c'est que tu viennes avec un plan, que tu le délivres. Les fenêtres de marché, généralement, c'est fait pour les gens qui jouent les tendances. Et comme on sait, les tendances, ça se retourne. Donc, voilà. Donc, même la boîte qui est prête, qui a fait ses devoirs, etc., tu lui conseillerais pas forcément d'attendre la fenêtre pour y aller. Tu lui dirais, vas-y quand tu es prêt, toi. Quand tu es prête et quand il y a une vraie raison. Puis les fenêtres, comme je dis, tu les contrôles pas. Tu fais ton introduction il y a 2 semaines, tout d'un coup, tu as une annonce de Trump, je sais pas, sur des annonces de tarifs. Voilà, tu contrôles pas et ça va te revenir en boomerang. Et puis, quand les fenêtres sont ouvertes, comme tu dis, il y a un manque de discipline du marché. Et les gens font un peu n'importe quoi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, ça aussi, les émetteurs ne savent pas forcément, mais 40% de ton actionnariat que tu distribues au moment de l'IPO change de main dans les 6 mois. Et je crois que c'est 20% dans le premier mois. Donc, de toute façon, les gens qui sont là, day one, ils ne seront pas là 6 mois après. Donc, tout ça, c'est un peu un mirage. C'est pour ça que les fenêtres de marché... c'est bien pour en parler, mais la réalité, encore une fois, si tu as un business qui a 15-20 ans, tu ne vas pas commencer à te focaliser sur des fenêtres de 1 mois ou 2 mois. Ce n'est pas l'essentiel. Comment tu mesures, tu disais, la performance moyenne sur les 3 dernières années, moins 70%? Médiane, ouais. Ouais, médiane. Comment tu mesures la performance des IPO et à travers de ces mesures, comment est-ce que tu peux évaluer
l'opportunité, à dire des introductions en bourse par rapport au non-coté ou... Oui, ou même par rapport au côté aussi. Non, mais quand je dis médiane, c'est par rapport au prix d'introduction. Donc ça, c'est une performance absolue. Nous, encore une fois, c'est un sport beaucoup plus compliqué parce qu'on est mesuré par rapport au marché. Donc, si notre fonds d'investissement retourne 6%, mais que le marché a fait 6%, on a retourné en fait 0 en relatif par rapport à l'investisseur qui pourrait très bien l'acheter de l'ETF. Donc, nous, la manière dont on regarde les IPO, de toute façon, c'est comme tout le monde, pas ton prix d'entrée et puis ton prix de sortie. Mais les performances, voilà, il y a une dispersion énorme en fonction des opérations. Tu vois, l'année dernière, il y a eu 2 très belles opérations. Il y a eu Exosens en France, assez gros comme opération, et Lighton, beaucoup plus petit dans l'IA, qu'on n'a pas regardé parce que justement, c'est très petit. Pour nous, les deux ont très bien marché, mais c'était 2 seuls IPO. En 2000, l'année d'avant, donc 2023 aussi, tu avais Planisware qui a très très bien marché aussi. Mais d'ailleurs, en s'y reprenant 2 fois, la première tentative n'avait pas marché. Donc nous, notre performance, on la compare par rapport au prix d'entrée. Comme je te disais, on cherche des retours à 25% annualisés. Et sur une période, donc entre le moment où c'est introduit et 12 mois après, c'est ça? Non, enfin, ça, tu le fais. Non, nous, encore une fois, on peut sortir au bout de 18 mois, 2 ans ou 6 mois. On n'a pas... En fait, nous, quand tu es investisseur, tu viens avec un objectif de prix. Tu te dis, bon, je pense que la valorisation de cette société-là, de manière assez fair value, je la vois à 100, si je rentre à 80, voilà, c'est mon potentiel. Et quand le titre me donne cette valeur que je pense est une valeur juste, je sors ou pas, parce que évidemment, tout ça, c'est dynamique. La société revient au marché avec des nouvelles et des annonces. Donc, tu es toujours en train d'ajuster tes modèles et tes vues. Et puis d'ailleurs, c'est important, une société qui délivre et qui performe, généralement, tu verras, statistiquement, tu as intérêt à rester plus longtemps avec les sociétés qui performent, qui tiennent leurs chiffres. Et à l'inverse, dès que les sociétés sous-performent, ne tiennent pas leurs chiffres, c'est très souvent un très bon indicateur malheureusement de sortir. Alors quand on est investisseur, on s'imagine que, il y a 2 façons de voir les IPO. On peut se dire, c'est cool, c'est une opportunité parce que moi je vois un truc dans la société que le marché n'a pas encore vu, je peux me positionner des taux et ça va monter. Comme tu peux te dire, ouais, mais dans tous les cas, comme on vend des promesses, on vend des croissances, et que moi, j'ai pas de track record, je connais pas la boîte, même si elle m'a donné toutes les historiques, etc. C'est bien mieux d'attendre que ça se cote, un petit peu d'expérience et voir, et puis au regard des sous-performances qu'on a vues, ça pourrait être malin de penser comme ça. Tu vois, tu peux aussi penser, je vais attendre que ça se cote. Ah oui, non, 100%. Est-ce que c'est vraiment une opportunité, tu vois? Ouais, non, mais c'est à 100%. Faut pas, si tu es investisseur particulier et que tu n'as aucune connaissance du sujet particulier, il faut pas le faire. Tu spécules, tu n'investis pas forcément. Et en plus, en particulier, c'est terrible parce que tu fixes. Tu vas payer le prix qui est fixé par les investisseurs institutionnels comme nous. Donc, t'as pas vraiment tu seras preneur du prix, tu le fixes pas. Nous, on a une influence sur le prix à la rigueur. Et puis, on comprend bien le prix qu'on paye par rapport au comparable, au marché. Et puis, on a vu la boîte. On les a vus, on a testé le modèle économique. On comprend bien les risques dans la guidance parce qu'on a accès. Si tu es investisseur particulier et que tu n'as pas eu accès au management, tu lis un prospectus comme tout le monde, mais tu n'as pas vraiment le contexte, la couleur. Donc, tu y vas là-bas et tu vas payer le même prix qui sera décidé par l'offre institutionnelle. Tu seras alloué aussi, parce que l'allocation, c'est-à-dire combien de ta demande tu seras servi. S'il y a très peu de demandes dans l'offre institutionnelle, probablement la tranche particulière sera allouée à 100%, si tu veux. Et donc, tu as un risque, finalement, quand il y a moins de demandes, que toi, tu sois plus alloué. Et quand ça se passe très, très bien, finalement, les investisseurs institutionnels auront un peu plus en relatif par rapport aux particuliers. Donc, tu seras moins bien servi, déjà. Et comme je disais, en fait, il y a un indicateur assez fort, c'est que nous, on l'a vu, les introductions en bourse qui se passent bien au début, 80% des cas continuent à bien se passer en fonction des horizons de temps. Et comme je disais, à l'inverse, les IPO, si le premier jour elles sont en baisse, à 70% des cas, elles seront encore en baisse le mois et 6 mois après. Donc ton meilleur indicateur et ton signal, en fait, c'est peut-être d'attendre. Alors, soit tu joues la réception de l'introduction en bourse le premier jour. Donc ça, c'est plus l'effet un petit peu technique du marché, de la réception. OK, le marché a l'air d'aimer, ça veut dire que c'était très sursouscrit, les investisseurs n'ont pas eu leur demande, il y a quelque chose de bien qui doit se passer, il y a des flux qui rentrent. Donc ça, c'est un bon indicateur à suivre pour toi, investisseur. Mais ça ne veut pas dire, le vrai test, et lorsque la société vient au marché et annonce ses résultats, que ça sera un bon investissement. Parce qu'on l'a vu, il y a plein d'exemples, on peut mentionner, ça va en faire pleurer certains, mais Technicolor, EAPI, qui était un spin-off de Sanofi aussi, premier résultat... ils profitent one et ils annoncent des résultats qui sont vraiment à l'opposé de ce que le marché s'attend. Et aujourd'hui, les titres sont à la cave.
Moi, récemment aussi, on avait investi dans une société espagnole de fragrance, Puig. Donc, ils ont Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier. Une très belle société familiale sur un secteur en croissance, les parfums. Voilà, l'inexpérience d'un management familial qui est pour la première fois sur les marchés, qui communique assez mal. Le marché a très peur très vite et le stock perd 20% depuis. On l'a vu, donc le marché est dur, pas forcément juste. Et quand tu es un investisseur particulier, a priori, comme tu dis, tu joues des nouvelles, des tendances. Mais donc, faut être joueur. C'est pas de l'investissement, c'est autre chose. Ouais, techniquement, tu vas être quand même en situation moins favorable que les institutionnels, comme tu disais, en termes d'allocation. Le prix, c'est pas le meilleur. L'information, elle est pas aussi bonne, pas aussi transparente. Tu l'as normalement, c'est réglementé, tu as un prospectus, tu as accès à l'information, mais est-ce que tu n'es pas professionnel? Et comment tu vas analyser un compte de résultat, des cash flows et la trésorerie, et puis une guidance? L'accès au management aussi, c'est quand même important. L'accès au management, et puis après, c'est du relatif, comme je disais, parce que c'est soit toi, soit une autre société en bourse. Donc, il y a des comparables, donc il y a une approche de valorisation aussi. En fait, il y a deux risques. Le prix, de toute façon, il est donné par le marché. Donc, et si tu penses que le marché paye ce prix-là, c'est qu'il y a une raison. Après, tu peux ne pas être d'accord ou pas. Dans ce cas, si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas dans l'IPO. Mais ton vrai risque, ça va être deux choses. Parce que les risques, généralement, c'est ce qu'on ne connaît pas, qu'on arrive à mal quantifier. C'est est-ce que le management me dit la vérité et le niveau de conservatisme qu'il a pu mettre dans sa guidance au marché. Et c'est qui sont les investisseurs qui participent et qui vont avoir une allocation par les banques. L'allocation est très discrétionnaire, malheureusement, ou pas. Mais ça veut dire que c'est aussi ton risque. Ça, c'est mon plus gros risque aussi pour moi, parce que si tu investis un fonds un peu copain ou qui prétend être sérieux mais qui n'est pas très sérieux et qui est fait pour des raisons X ou Y, décide de vendre une semaine ou le jour même de l'IPO, ça va faire une pression vendeuse sur le titre. Et, voilà. Et ça, c'est un risque énorme parce qu'on ne voit pas, on n'a pas accès à cette information-là. Et toi, en particulier, tu n'auras pas accès. Et pourquoi le ferait, ce fonds-là, juste pour... Parce que tu as des fonds qui peuvent te dire... alors, il y a plein de raisons. Hein. Ça peut être un fonds qui veut faire un retour très vite, très rapide. S'il voit que le titre ne monte pas tout de suite, il sort. Donc, voilà. Ça peut être parce que tout d'un coup, il a un client lui-même qui sort. Il doit sortir, vendre une position pour amener des liquidités. Ça peut être aussi tout simplement parce que c'est technique, mais... Un fonds dit, bon, moi, en général, quand je participe, on me donne 50% de ma demande, d'accord, historiquement. Là, dans cette opération, je veux 50, donc je vais indiquer 100. Puis tout d'un coup, en fait, il ne comprend pas et on lui a mis 75. Peut-être parce qu'en fait, les investisseurs n'étaient pas là ou la demande était légère. Et dans ce cas, zut, je voulais 50, on m'a donné 75, j'ai un problème de risque sur cette position-là. Mon département de contrôle et risque me dit, la position est trop grosse, il faut qu'on abaisse. Parce que, évidemment, si les gens veulent jouer la dynamique, ils ne vont pas forcément indiquer leur vraie demande, ils vont essayer d'inflater. Et ça, c'est une chose très dangereuse. Donc, nous, chez Amundsen, on a une philosophie qui est très importante. On donne un maximum de confort, de visibilité aux banquiers en disant, voilà, si je mets 100, c'est que je peux prendre les 100 et que j'ai envie de 100. Le problème de ça, c'est que moi, je perds l'optionnalité. Si jamais l'opération se marche très fort, je sais très bien qu'on ne me donnera pas 100 et que j'aurai moins. Mais je préfère faire ça parce qu'on voit ça comme si tu veux, sur le long terme, on pense que c'est bénéfique, notre façon de faire. Mais sur le marché des IPO, voilà, beaucoup d'investisseurs chercheront plutôt à faire un coup. Et je pense que les investisseurs très sérieux fondamentaux, pour revenir à ta question au départ, ne vont pas jouer les IPO de moins en moins. Si tu es un bon gérant spécialisé sur un secteur ou une région, tu vois tous ces problèmes, tu vois tous ces risques d'allocation, de pricing, de guidance. Et comme tu dis, j'attends que le management vienne et fasse son track record. Et si je suis un investisseur sérieux, j'ai besoin de faire ma recherche et ma diligence pendant plusieurs mois, années. C'est pas parce qu'une société fait quelques roadshows et rendez-vous investisseurs pendant 6 mois que tu as le confort et l'historique. Et ça, je le comprends. Nous, on a décidé d'avoir cet investissement parce que, justement, je disais, c'est un marché où il y a beaucoup d'opérations tous les ans et très inefficient. À charge à nous d'avoir les bons process en interne pour limiter ce risque et faire le travail en amont tant que possible. Donc, on passe beaucoup de temps en amont. Quitte à ne pas participer ou être sous-alloué. Mais c'est notre différenciation. Mais je comprends l'assèchement de la demande fondamentale institutionnelle dans les opérations de marché. C'est un vrai sujet. Ouais. À côté de ça, il y a une troisième introduction l'année dernière, celle que moi j'avais couverte, c'était Odyssée Technologies, alors qui est une toute petite sous-traitant, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, vraiment l'anti-exemple que tu citais, mais qui a quand même levé des fonds et auprès d'instituts et auprès du marché, enfin notamment des particuliers. Et donc, ça avait même étonné certains dirigeants d'Euronext quand j'avais été au jour d'une introduction en bourse que autant de retail soient représentés. Et c'est vrai qu'il y a un mouvement aussi un peu en France en ce moment, beaucoup
de découverte de l'investissement de la part des investisseurs particuliers sur la bourse, c'est quand même pas mal finalement et tout ça, de désillusion par rapport à d'autres supports, les CPI et autres qui ont sous-performé, mais sans peut-être forcément avoir, et je le crains, je suis pas sûr d'avoir raison, mais les fondamentaux derrière de comprendre le risque qu'on prend là-dedans. Un peu une sorte d'engouement sur ah ouais, regarde, je peux investir en bourse et c'est cool, hein, enfin c'est bien parce que je pense que l'économie en a besoin, plus de marché, etc. Mais il y a des risques peut-être qui sont sous-estimés de la part des particuliers. Est-ce que tu vois ces tendances-là? Non, mais ça, c'est très bien et je pense qu'il faut, parce qu'il faut, finalement, il faut être positif et puis c'est avec cette mentalité-là de prendre du risque. Je disais, on a un vrai sujet aujourd'hui dans la société en France, mais en Europe, on n'a pas assez de capital risque et on peut revenir dessus, mais je pense que c'est le nerf de la guerre et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux, on n'a pas l'innovation qu'on voudrait avoir et on ne retient pas les talents en France et beaucoup vont ailleurs parce que finalement, on n'a pas un système qui promeut voilà, cet appétit au risque. Donc, je pense que c'est très bien que les gens le fassent, mais je dis il faut le faire au moins en essayant de savoir un petit peu ce qu'on fait. Il y a toujours une part de risque, forcément, le risque non nul n'existe pas. Et c'est très bien que des sociétés de cette taille-là arrivent déjà aussi à collecter sur le marché et fassent confiance au marché, que le marché leur fasse confiance. C'est très bien, il y a un niveau de risque qui est certain. Mais là, c'est là où tu dis, bon, normalement, tu as quand même un système qui fait que l'AMF, le régulateur, Euronext, s'assure que ces sociétés-là viennent avec la bonne disclosure, que le management est bien préparé, comprennent bien les règles du jeu. Euronext fait beaucoup d'efforts, nous on participe beaucoup à leur programme de pré-IPO pour aider à former et parler au management. Et ils ont ce qu'on appelle des guidelines pour les meilleures pratiques d'IPO aussi. Donc, ils sont très conscients de tout ça. Et je pense que tout ça, ça va dans le sens. Ça force les émetteurs et les sociétés à s'assurer qu'elles jouent le rôle, qu'elles jouent le jeu et qu'elles ne racontent pas n'importe quoi au marché. Donc, ça, c'est important. Et je pense que tu y arrives parce qu'à force d'avoir des opérations qui ne marchent pas, tu vas droit dans le mur. Donc, à un moment, tu es obligé un petit peu de rétablir des règles. Donc, je pense que c'est très bien. Et je parlais de la Suède qui marche très bien avec plein de petites sociétés qui vont en bourse. Et l'écosystème vit très bien parce que les opérations marchandes, donc plus d'investisseurs viennent et participent, ce qui donne confiance aux émetteurs et est un cercle vertueux. Donc non, c'est très bien. Mais c'est sûr que tu y vas avec tu sais, des risques qui sont petites sociétés, plus de risques forcément. Et puis, tu sais aussi que tu n'as pas ces effets d'indices qui sont de plus en plus importants dans un monde aujourd'hui qui est de plus en plus indiciel. Et ça, c'est des facteurs techniques qu'il faut savoir. Mais ça marche dans les deux sens. Si ta société performe, qu'elle délivre son plan, la valorisation va suivre l'évolution du chiffre d'affaires et la rentabilité. Tout d'un coup, elle va pouvoir rentrer dans des indices. Et là, tu as un effet multiplicateur en plus sur la valorisation. Ouais, ça va dans les deux sens. Ah ben bien sûr, ça va dans les deux sens. Donc ça, il faut le comprendre. Il faut parler au management. Il faut que le management en soit conscient. Qu'il aille aussi chercher cette liquidité. C'est-à-dire que parfois, il faut que le management soit prêt à vendre un peu plus de titres pour augmenter le flottant et encourager le jeu de la liquidité. Le marché étant un jeu de liquidité. Comment tu sais qu'une cible, une société a priori des chances d'être chopée dans un indice et du coup de pouvoir bénéficier de cet effet liquide? Oui, mais en fait, les gens font passer le travail, mais les règles d'inclusion dans les indices sont connues, sont publiées. Il n'y a pas une connaissance parfaite, parce que parfois, eux-mêmes changent un petit peu les règles et les définitions, mais ils ont des revues trimestrielles ou semestrielles en fonction des indices, des critères de liquidité quotidienne, de taille minimum de flottant. Donc, il faut essayer de comprendre quels sont les indices qui sont ce qu'on appelle traqués, suivis, que ça soit, donc je disais, un FTSE, un MSCI, un indice local, sectoriel. Ça, c'est à charge du management, de la direction financière ou des relations investisseurs de bien comprendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sujet-là est mal compris et sous-estimé par les sociétés. Dans les prospectus même, au moment de l'introduction, il y a l'information qu'on prétend... non, ils ne peuvent pas ça. Enfin, je pense pas, parce que là, tu es en train de faire une promesse sur quelque chose, ils n'ont pas le contrôle. Non, ça, c'est à toi, en tant qu'investisseur, d'essayer de passer un peu de temps sur ces indices-là, comprendre. Après, il y a beaucoup de stratégies d'investisseurs institutionnels comme nous qui essayent justement de jouer ces événements. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que si tu regardes, encore une fois, c'est le marché, c'est ce que j'aime dire, c'est l'industrie probablement la plus compétitive. Investir sur les marchés, c'est qu'il y a des stratégies aujourd'hui qui déjà anticipent ces événements-là, qui se prépositionnent avant. Donc, tu vois un cours de bourse qui a monté très fort avant même qu'il y ait une annonce. Et puis, le jour de l'annonce, ces gens-là, même ou avant, ont un peu vendu et en fait, ça baisse le jour de l'annonce. Donc, tu es déjà arrivé trop tard. Voilà. Donc, il faut le savoir. Mais si ça monte avant, c'est parce que les gens jouaient le jeu, anticipaient l'événement. Et j'ai mentionné Waga, ça s'est passé dans le sens inverse. Voilà. Et sur les pertes dont tu parlais des émissions 2021, du coup, les gens avaient survendu. C'est fondamentalement, le business n'était pas bon, où ils avaient survendu des promesses qui n'étaient pas, où le scénario macro n'était pas là. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est toujours un peu, c'est jamais noir ou blanc, c'est toujours un peu un mélange des deux. Mais
Ce qui s'est passé, que je pense que le coût des capital étant de 0, optionnalité énorme, parce qu'en fait, les taux sont à 0, donc de toute façon, il y a de la liquidité du papier partout. C'est facile de dire que tu feras plus que 0%. De toute façon, voilà, donc tu empruntes, tu investis. Donc ça, en fait, mécaniquement, ton effet dénominateur a fait que les valorisations ont explosé. Donc c'est vrai que c'est tentant pour ces sociétés à devenir. Et en fait, très souvent, si tu regardes ce qui s'est passé depuis, il y a eu 2 facteurs. Donc les taux ont monté, donc tu as eu l'effet de valorisation. Mais ça, tu l'as eu dans de mon côté aussi. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a eu très peu d'IPO, c'est que finalement, dans de mon côté, ils ont eu les mêmes problèmes de valorisation. Mais sur le côté, ce que tu vois, et l'avantage du côté par rapport à nos côtés, c'est que tu vois un petit peu les cadavres dans les placards quand même, en grand jour, c'est que ces sociétés-là sont venues avec des plans, comme beaucoup de fois ça peut arriver. Il y a eu des retards, il y a eu un décalage. Dans la transition énergétique, c'était quand même très en vogue il y a quand même 3-4 ans. C'est vrai que les projets ont pris du retard. L'inflation a fait que les projets ont coûté plus cher. Les niveaux de subvention des États aussi sont pas venus. Donc, il y a eu, il n'y a pas longtemps, on a entendu que Northvolt, en Suède, justement, était au bord de la faillite, a fait faillite. Et c'était, soi-disant, une IPO qui allait venir et être de plusieurs milliards d'euros, il y a encore 2 ans. Donc, ce qui s'est passé, en fait, depuis 2021, c'est que beaucoup de sociétés étaient trop petites, trop jeunes, sont venues avec des plans qu'elles n'ont pas forcément délivrés, en effet. Et puis, il y en a d'autres. Nous, on a une société en portefeuille qui s'appelait Exclusive Network, qui est un revendeur de logiciels, côté en France, qui a vraiment super bien performé. Tu vois, sa profitabilité, son EBITDA avait augmenté de 80% en 3 ans, mais le cours était toujours en dessous du prix d'IPO. Et là, c'est parce qu'en fait, finalement, taille de société, liquidité qui fait que le marché ne s'y intéressait pas forcément, même si c'était une valorisation attractive. Compliqué de construire une position parce que pas liquide. Et en fait, ça a été retiré de la cote. Donc, les investisseurs pré-IPO ont finalement décidé de racheter la boîte. En général, ils rachètent à part, enfin au pair. Oh là là, non, alors là, ils sont pas obligés. Ils font une offre et puis après, le marché accepte ou pas. Tu peux sortir en perte en tant qu'investisseur. Nous, investisseurs, oui, si tu as investi à l'IPO qui te rachète en dessous du prêt d'IPO, tu peux. C'est arrivé, mais c'est assez rare finalement. Souvent, il y a, c'est vrai, un signal que voilà, tu vas essayer de racheter au moins au prix d'IPO, voire plus. Après, il faut le justifier vis-à-vis de tes investisseurs, pourquoi c'est le bon prix. Mais mon point étant que même si tu délivres ta guidance, tu n'es pas garanti finalement que le marché le reflète. Donc, c'est parfois avec une manière assez injuste par les équipes de management. Voilà. Ouais, mais je comprends. Mais de tout ce que tu expliques là, c'est vrai que ça donne l'impression vraiment que c'est effectivement un secteur super complexe où il n'y a pas réellement on va dire s'il y a des signaux forts, des indicateurs, ils seraient joués et puis tu reviens sur un marché efficient ou... Oui, bien sûr, c'est ça, ouais. Mais parce que pour moi, l'idée de l'IPO, c'était de venir tôt, c'était l'opportunité, tu vois, d'être tout de suite faire partie de... En tant toi qu'investisseur? Ouais, en tant qu'investisseur, de faire partie d'une aventure, de profiter. Mais ça reste... il y a tellement de contraintes que tu t'expliques que finalement... Mais dans l'IPO, encore une fois, je pense qu'il y a trop de focus sur l'IPO parce qu'évidemment, on parle d'IPO, ça fait les médias et c'est bien, mais la réalité, c'est que si tu as une société, tu peux investir à n'importe quel moment. Tu n'es pas obligé de jouer le jour 1. Le jour 1, il y a beaucoup de risques, forcément, parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de finances comportementales là-dedans, beaucoup de facteurs techniques. Ça peut être des choses, voilà, tu vas regarder la taille de l'offre. Est-ce qu'elle est trop grosse par rapport donc le flottant par rapport à la taille de la société, le nombre de banques qui sont impliquées, la largeur de la fourchette de prix. Si elle est trop large, ça veut dire que finalement, ils vont un petit peu à l'inconnu sans trop savoir où est la vraie demande sur le prix. Alors que si tu viens sur une fourchette assez resserrée, ça veut dire qu'ils ont déjà une bonne visibilité de où est l'intérêt, l'appétit. Donc ça, c'est des indicateurs un peu techniques qui peuvent déjà te donner un peu un confort ou pas sur... Et puis, il faut essayer de comprendre ce que le management vend ou investit à l'IPO. Qui sont les actionnaires qui sont là et qui vont vendre. Donc, tout ça, tu peux très bien te dire, finalement, l'IPO, c'est le meilleur point d'entrée. Donc, nous, là, aujourd'hui, on a investi dans une IPO en Pologne qui fait un réseau de laboratoires. Voilà, on a vu que finalement, c'était une très belle opération parce que le fonds de private equity, ils vendaient tout à l'IPO, ils seraient plus là. Donc, on sait qu'il n'y aurait plus de pression vendeuse après l'IPO. Le management fondateur ne vend pas, avec une fourchette de prix très resserrée. Donc, c'était des facteurs déjà assez techniques qui étaient très favorables. Tu reprenais les parts du fonds private equity qui vendait et qui sortait. Voilà. Et j'ai passé beaucoup de temps avec le management, qui m'a clairement fait comprendre qu'on est content de voir les fonds de private equity sortir. Enfin, on reprend un peu le contrôle sur la société. On comprend bien que l'IPO, c'est une nouvelle étape pour nous, pour notre actionnariat, mais on est là sur le long terme. Alignement des intérêts, c'est très important. Les privatisations,
là aussi, tu peux dire Française des Jeux, ADP ont très bien marché. Tu as un État actionnaire qui reste après l'IPO, donc qui s'inscrit dans le long terme. Donc, généralement aussi, c'est des bons indicateurs. Et puis en plus, tu peux avoir un prix préférentiel à l'IPO. Mais ce n'était pas le cas forcément. J'ai parlé de Renault, UAP, c'était pareil. Ça s'était très mal passé à l'époque. Donc là aussi, tu n'as aucune garantie. Mais c'est vrai que c'est un bon indicateur de voir si l'actionnaire pré-IPO reste à l'IPO et aussi est aligné avec les nouveaux investisseurs au moment de l'IPO. Quand tu fais ton analyse fondamentale, le poids entre le management, le secteur, la promesse et, je sais pas, ça peut être d'autres types d'indicateurs, ou les fondamentaux, même le gearing, tu vois, le taux d'endettement. Ça, c'est important, ouais, bien sûr. Tu prêtes aussi attention à ce genre de... Ouais, on a tous ces indicateurs-là, on fait une analyse, on en discute, c'est très compliqué. Mais tu n'es pas obligé. Si tu as une vue positive sur l'investissement, écoute, tu y vas. Et puis, tu peux toujours garder un petit peu sous le coude pour être aussi après l'IPO, voir comment ça se passe. Parce que si, comme je te disais, il y a des investisseurs qui ne jouent pas le jeu et qui vendent, dans ce cas, tu peux venir en soutien. Très important aussi, peut-être de s'en garder sous le coude après les premiers résultats et voir comment le management délivre. Nous, notre vocation, c'est de jouer ce rôle-là. Donc, on sait qu'il y a un risque. Et on est conscient de ce risque-là. Mais voilà, c'est le mandat de la société de gestion. C'est d'aider ces sociétés-là à aller en bourse et leur donner une visibilité et un confort sur la faisabilité de l'opération. On croit que le marché doit jouer ce jeu-là et permettre à la société de ce côté de venir et d'amener la liquidité. Mais on sait que c'est très risqué. Et tous ces indicateurs-là, on les prend en compte et on les évalue un par un. Voilà. Sur l'autre type d'opération, du coup, d'appel au marché d'une société qui est déjà en bourse, quelles sont les choses à regarder peut-être l'usage des fonds, j'imagine. Bien sûr. C'est repayer de la dette ou... En fait, alors les appels au marché, tu as deux types d'opérations. Tu vas avoir un investisseur historique qui vend une participation dans une société. Donc ça, pour le coup, il n'y a pas l'émetteur ne reçoit aucun fonds. Donc ça peut être l'État qui va revendre un bout de Française des Jeux s'il décide de le faire. Dans ce cas-là, c'est t'augmentes le flottant, tu demandes au marché quel sera ton prix. Là, les investisseurs particuliers ne peuvent pas participer. Sauf que maintenant, tu as des plateformes comme Primary Bird où tu peux, à travers ces plateformes, aussi participer dans des placements institutionnels. Mais là, je veux dire, c'est assez facile. C'est finalement quasiment le prix de marché avec une petite décote. Bon, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là, il faut plutôt avoir une vue. Parce que si tu aimes la société et l'histoire, tu te positionnes, tu as une petite décote pour t'incentiver à participer. Mais sinon, les vraies opérations marché, c'est des augmentations de capital où la société a besoin de ces fonds-là pour financer un programme de croissance ou, comme tu dis, de refinancer sa dette. Et là, encore une fois, nous, on regarde tout, on est assez ouvert. Il n'y a pas des situations qui sont bonnes ou mauvaises. Il faut essayer de comprendre pourquoi. J'avais parlé de Neoen tout à l'heure. Ils sont venus plusieurs fois au marché pour financer leur programme d'investissement qui sont évidemment assez lourds. Donc, ils ont besoin de fonds propres. Donc là, on repasse du temps avec le management. Tu repasses du temps pour essayer de comprendre est-ce que vous levez assez? Parce que la question, c'est si tu lèves, est-ce que tu as vraiment la solution aujourd'hui d'un point de vue financement? Il faut que tu reviennes au marché 6 mois, 18 mois après. D'ailleurs, je pense qu'il y avait un peu coûté à Neoen parce qu'ils n'avaient pas réussi à convaincre le marché qu'ils n'avaient pas besoin de lever plus. Donc, le marché, dans ce cas-là, hésite toujours de se positionner sur cette société où finalement, tu sais qu'il y a un risque de dilution. Oui, qu'il y a une nouvelle augmentation. Une augmentation de capital, et ça veut dire que finalement, il y a un risque. Est-ce que ta situation financière est vraiment saine? Est-ce qu'il y a un risque sur le crédit? Tu vois. Donc, souvent, les sociétés qui viennent avec des niveaux de financement un petit peu tendus ou de dette peuvent être très vite mis sous pression par le marché. Parce que là aussi, tu as des stratégies qui sont un peu dédiées à ça et qui vont vendre à découvert fortement. Parfois, c'est des situations de M&A. Donc, c'est-à-dire que je lève de l'argent, alors très souvent de plus en plus, après avoir annoncé une opération financière, mais j'ai un financement intérim, si tu veux, et puis je vais refinancer ça par du primaire. Ça, souvent, c'est aussi intéressant, mais tu passes du temps avec le management pour valider l'histoire. Et puis, c'est principalement les situations, ouais. Et est-ce qu'il y a des narratifs qui sont plus pertinents que d'autres? Je parle, par exemple, je m'imagine en tant qu'investisseur en bourse, tu cherches le résultat net ou l'EBITDA, la croissance de ce résultat net qui va ensuite impacter ton PER. Et puis, plus il est élevé, plus tu as de chances que le cours soit reflété et que du coup, toi, tu puisses empocher un profit. Mais j'imagine que faire appel au marché pour des capacités d'investissement ou pour un M&A qui va doubler ta taille et qui va te faire donner accès à des marchés, c'est pas le même. C'est plus séduisant que par exemple dire on va repayer de la dette qui va nous faire
payer moins de frais financiers, donc le résultat net va être supérieur, mais tu vois, c'est quand même moins... Oui, c'est moins... Ouais, mais encore une fois, si c'était un vrai sujet, un vrai problème que la société avait besoin d'adresser, parce qu'elle était étranglée par sa dette et qu'il y avait une pression qui l'empêchait d'investir sur des sujets de croissance organique ou externe, finalement, résoudre ça en levant des fonds propres, c'est un mal pour un bien. Ça veut dire que ça va te redonner un peu d'oxygène et tu vas recréer une nouvelle dynamique. Justement, tu vas changer un peu l'histoire. Au contraire, ça peut être des situations très intéressantes. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu ne deviens plus un émetteur avec un crédit compliqué qui ne peut pas investir sur... Par exemple, on prend le secteur immobilier aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés d'immobilier, finalement, ont arrêté d'investir ces 2 dernières années parce que les taux ont explosé. Et finalement, le marché leur dit, mais voilà, vous ne pouvez plus investir, vous ne pouvez plus croître, vos résultats vont plus bouger parce que vous n'avez plus de projets en cours, vous ne développez plus rien. Voilà. Si tu viens avec une grosse émission de primaire et que tu dis, bah, OK, très bien, on prend aujourd'hui la dilution, c'est un peu pénible pour nos investisseurs, mais pour nous, nouveaux investisseurs, si on se positionne, c'est très bien parce que dans ce cas, tu achètes une autre histoire de croissance derrière. Le M&A, attention, c'est pas parce que tu vends un M&A que ça va être profitable. Le M&A, oui, tu rajoutes de la croissance, mais encore faut-il que c'est toujours un sujet d'exécution. Est-ce que, encore une fois, ton plan, tu vas le délivrer? Est-ce que tu vas surperformer sur, je sais pas, les synergies commerciales ou de coûts? Et c'est toujours plus intéressant et sexy de vendre une histoire de M&A, mais c'est pas dit que il y a aussi beaucoup plus de risques. Finalement, il y a plus de risques à faire du M&A que repayer une dette. Repayer une dette, c'est financier, c'est mécanique, tu le fais, il y a une accrétion. Donc, au contraire, je trouve que le risque est moindre. Sur le M&A aussi, si tu dis qu'il y a un financement temporaire, j'imagine que tu arrives aussi après la bataille. Le cours a déjà bien monté sur l'histoire et toi, tu arrives derrière. Non, exactement, c'est ça, exactement. Sauf que là où c'est un peu technique, c'est que tu as des fonds qui vont se prépositionner parce qu'ils savent très bien que l'émission primaire va arriver. Donc, le cours peut-être commence à s'ajuster, mais pas totalement. Tu peux même te mettre à découvert et puis tu viens dans l'opération et tu couvres ta position à découvert. Donc après, c'est des facteurs techniques. Mais c'est vrai que oui, si le marché étant efficient, normalement, les nouvelles étant déjà dehors, disponibles, les investisseurs ont déjà mis ça sur le cours, c'est sûr. Mais après, tu as des effets, encore une fois, techniques, de flux. C'est-à-dire, tu augmentes tes fonds propres avec une émission de primaire. Si tu fais 10-15%, peut-être que dans un second temps, ce qui va se passer, c'est que ta pondération dans un indice va augmenter. Et là, tu as des flux indiciels qui viennent dans un deuxième temps. Donc, c'est aussi très bien pour une société de croître et augmenter sa taille de fonds propres parce que tu auras cet effet indiciel derrière. Toujours ce poids-là. Important, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que dans ce secteur, il y a quoi regarder? Si on regarde dans l'avenir, les perspectives de choses à observer en Europe, en France, sur le secteur du côté, et puis des IPO peut-être aussi spécifiquement. Est-ce qu'il y a des choses à venir, tu vois, pour toi? Tu parles de sociétés précises ou de thématiques? Non, plus de thématiques pour l'investisseur. Qui veut se préparer peut-être à jouer un peu plus le côté. Et puis l'IPO aussi, s'il est un peu joueur, un peu aventuré, comme on a dit. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vont fondamentalement changer sur ce marché-là dans les prochaines années, tu penses? Ou on va plus rester sur ce qu'on a connu avant, quoi? Non, je pense que je ne sais pas si ça va fondamentalement changer, mais comme je t'ai dit, il y a eu quand même deux années assez sèches en IPO. Donc, il y a finalement un pipeline, un backlog qui s'est construit. Sociétés qui auraient pu se coter, mais qui ne sont pas venues parce qu'elles avaient eu 2 alternatives de financement. Et qui un jour voudront probablement revenir sur le marché parce que pour aller chercher de la liquidité, donner du stock aux salariés ou payer les salariés ou continuer à financer leur croissance, qui ne sont pas forcément encore toutes très profitables. Et on voit beaucoup de ces sociétés-là, souvent tech. Nous, on leur parle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des sociétés qui sont souvent encore menées par leurs fondateurs. C'est-à-dire que c'est des fondateurs qui ont fait venir d'investisseurs autour de table, mais plutôt des investisseurs un peu financiers, minoritaires, qui les accompagnent sur certaines verticales précises, sur des briques technologiques. Ils ont des compétences, ils ont un réseau, donc ils travaillent avec ces fondateurs-là. Mais ça reste des fondateurs qui ont le contrôle et qui ont envie de garder la main sur leur société, a priori, et qui comprennent que l'IPO leur permettra justement, parce qu'ils voient aussi les Meta, ils voient aussi les Amazon aux US, qui leur montrent tu as encore des sociétés qui sont encore menées par leurs fondateurs, qui ont eu une valorisation bien reconnue par le marché. Et ça, je pense que c'est des bons indicateurs pour ces sociétés-là aujourd'hui, en Europe et en France. Et c'est ce que je vois. La tendance, c'est que je vois beaucoup de ces sociétés-là aujourd'hui qui commencent à parler d'investisseurs comme nous pour essayer de comprendre un petit peu quand elles pourraient venir sur le marché, avec quel type d'histoire. Et je pense que ça, c'est un peu différent parce que traditionnellement, 40% des IPO en Europe, dont la France, c'était des sociétés en portefeuille par les fonds de private equity, les KKR, les Apollo, voilà. Et ça, c'est des sociétés qui venaient au marché parce que
le marché du non-coté était moins profond. Mais aujourd'hui, le marché du non-coté est tellement profond avec des fonds qui font plus de 20 milliards maintenant, les plus grands fonds, qu'ils arrivent toujours à trouver un acheteur derrière, même si tu as une certaine taille. Et donc, ces sociétés-là, en fait, on les voit moins venir au marché. Et d'ailleurs, celles qu'on voit venir sont moins intéressantes parce que très souvent, elles viennent avec des profils de croissance moindres et beaucoup de dettes. Et en fait, c'est un vrai problème parce que c'est pas l'histoire de croissance, donc c'est pas forcément toujours très excitant. Mais surtout, ils viennent au marché avec des grosses tailles parce qu'elles doivent justement lever tellement de primaires pour justement réduire leur taux d'endettement que ça fait des grosses opérations à digérer par le marché. Et très souvent, ça se passe très mal. L'année dernière, on a eu 3 comme ça, elles sont toutes au tapis. Alors, donc ça, je pense que ça disparaît doucement. Où ça sera très sélectif. Il n'y aura que vraiment les belles histoires de fonds de portefeuille, de fonds de capital investissement qui pourront aller au marché. Qui va déterminer ça? C'est Euronext qui va dire non? Ah non, Euronext, non, c'est le marché qui... Oui, qui ne va pas accepter ce genre de truc. Il n'acceptera pas en donnant un prix qui n'est pas le bon. Dans ce cas-là, ils ne feront pas, et on l'a vu. Il y a eu beaucoup de tentatives l'année dernière en Europe. Il y a eu 7 IPO qui ont tenté en Europe, sur 22 IPO, il y en a 7 qui n'ont pas réussi. Enfin, il y en a eu 22 qui sont passés et 7 qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Ça fait quand même un taux de déchet énorme. Et c'était souvent des situations comme celle-ci. Donc finalement, le marché filtre beaucoup. Donc ça, c'est bien. Et donc pour revenir sur l'histoire du qu'est-ce qu'on voit, je pense que ces sociétés-là qui sont plus aujourd'hui en croissance et avec des fondateurs qui tirent un peu plus les ficelles vont vouloir regarder le marché comme une option justement pour un petit peu sortir ces fonds-là dont ils n'ont plus besoin à un moment. Et parce qu'elles commencent à avoir une certaine taille critique, mais aussi, ce qui est important, une visibilité sur le plan d'affaires qu'elles peuvent délivrer. Une bonne compréhension du modèle économique, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, l'IA, c'est encore très compliqué. Il y a de très belles sociétés, mais personne ne sait encore où ça va aller et comment économiquement tu en fais un plan et un business. Donc ça, je pense, c'est encore beaucoup trop tôt. Mais beaucoup de sociétés dans le digital, je pense, pourraient assez vite venir sur le marché dans ces conditions-là. Donc il y aura des dossiers à regarder, tu penses, dans les prochaines années, quoi. Oui, bien sûr. Non, il y aura toujours. Non, c'est sûr. Il y en a pas mal. Mais encore une fois, c'est vrai que tu es en concurrence avec le non-coté de plus en plus. Et le sujet, c'est que dans le non-coté, les valorisations, ça c'est un peu technique aussi, mais je pense qu'il y a tellement d'argent levé dans le non-coté. C'est un peu aussi un marché qui se refile un peu les affaires et qui est un peu dans sa bulle. Les valorisations sont assez élevées par rapport au non-coté. Et le sujet de ça pour le non-coté, pour le coup, c'est qu'en fait, beaucoup d'argent du non-coté commence à retirer des sociétés cotées de la cote. Donc l'année dernière, 2 IPO en France, et je peux t'en dire 3 ou 4 qui se sont fait retirer de la cote. Tu as eu Esker dans les logiciels, Exclusive Network, Neoen d'ailleurs aussi s'est fait retirer de la cote, et puis là, récemment, on parle de Veralia. Donc, tu as quand même plus finalement de retrait de cote que d'IPO. De retrait de cote volontaire des sociétés elles-mêmes. Des sociétés, oui, bien sûr, c'est ça. Parce que tu as un écart de valorisation entre ce que le marché te valorise aujourd'hui versus ce que le marché du non-coté est prêt à payer. Ouais. Ce qui est pas super encourageant pour le private equity. Enfin, moi, je me mets... Je me dis, tu parlais de bulle... Ah non, mais après, les gens de private equity vont pas... Ouais. Mais non, mais bien sûr, mais l'indicateur pour ça, c'est que le fonds de private equity, bon, je te dis, il lève de plus en plus des fonds de plus en plus gros, mais il commence aussi à aller lever auprès du particulier. Ils commencent maintenant à distribuer leurs fonds vers le particulier. Et ça, généralement, c'est un signe qu'ils ont tapé ce qu'ils pouvaient dans les institutionnels, qui sont déjà très alloués. Et leur seule façon de croître, parce que comment tu crois à un modèle où ton modèle, c'est d'avoir des fonds et d'avoir des fees, des commissions de gestion. Si ton dernier fonds, c'était 5 ou 10 milliards d'euros et que tu vas chercher pour le prochain fonds 12 milliards, d'où va venir la demande incrémentale quand tes allocataires sont déjà très alloués? Ils sont d'autant plus alloués que la valorisation des marchés a baissé, donc le poids des marchés pour un fonds d'assurance a diminué. Et ils sont suralloués sur le non-coté. Donc, les fonds de PE vont devoir aller chercher de la demande chez le particulier. C'est probablement un indicateur qu'il ne faut pas rentrer. Oui, je pense aussi, parce que c'est l'investisseur le moins sophistiqué. Et puis, tu payes beaucoup de commissions. Enfin, la part de commissions que tu payes entre les commissions de gestion et la rétrocession sur la performance fait qu'en fait, ça va brûler énormément la performance sous-jacente des portefeuilles. Et à quel moment dans ces configurations-là, on fait le mark-to-market, tu vois, de combien est valorisé réellement les actifs qui sont détenus par... Oui, ça, c'est toujours compliqué. Et puis mais je pense qu'ils font leur travail comme il faut. Et puis, ils sont conservateurs, ils appliquent des décotes, c'est sûr. Mais encore une fois, le vrai test se fait quand tu fais une validation. Est-ce que tu es un acheteur? Et on le voit, sur le marché, ils n'arrivent pas à valider les opérations. Donc ça, voilà. Et après, ils arrivent à valider quand même sur des tours secondaires ou sur le marché du non-coté. Mais je pense qu'il y a un peu de... il y a eu beaucoup d'excès sur les valorisations récemment et puis sur les quantums qui ont élevé. Donc forcément, il y aura un passage, je pense, un peu de transition. Ouais.
Et sur le cycle du marché, de manière générale, côté aujourd'hui, qui semble être vraiment très haut, Bah oui et non. Hein. Tu sais, je regardais, je sais pas, après c'est très haut. Le marché en Europe, c'est 14 fois les résultats, ça s'achète. Historiquement, les dernières années, c'était 14,5, donc on est un peu sur la moyenne historique. Les US, ils sont à 22 fois, alors qui est tiré par quelques sociétés. Hein. Mais non, c'est pour ça que je te dis, le marché, il n'est pas marché coté, non, il est mal valorisé par rapport au non-coté et par rapport à d'autres marchés. Il y a plein de raisons pour ça. Mais au contraire, là, on passe sur d'autres discussions de marché, mais tu vois, l'Europe, par exemple, c'est intéressant, les gens ne réalisent pas, mais sur les indices, on en a parlé tout à l'heure, par exemple un MSCI comme MSCI Monde, qui est l'indice de référence des marchés mondiaux, l'Europe ne pèse plus que 8%. Avec l'Angleterre, c'est 3%, donc tu es à 11%. Donc finalement, la part de l'Europe en bourse devient minime. Les États-Unis, c'est 70%. Le Japon, c'est 6% par rapport à l'Europe, tu vois, qui est à 11% avec l'Angleterre. Mon point étant qu'en fait, les investisseurs aujourd'hui institutionnels détiennent finalement peu dans leur portefeuille, se sont peu exposés à l'Europe. Il se pourrait qu'ils allouent un peu plus, parce que c'est une faible allocation, pour que tout de suite, ça fasse bouger un peu plus les valos, parce qu'en fait, les valorisations sont tirées vraiment par la demande institutionnelle. Donc ça, je pense que non, le marché n'est pas forcément très, très haut. Ouais, il y aurait peut-être justement plutôt des opportunités, mais un peu mécaniques du fait des liquidités. Mécanique de liquidité. Et puis, encore une fois, en investissement, si tu mets ton argent pas là, tu le mets où ailleurs? C'est toujours un arbitrage. Donc, en relatif, aujourd'hui, c'est compliqué de dire il y a d'autres opportunités pour toi, de mettre ton épargne en tant que particulier. Où est-ce que tu veux mettre de l'épargne? Il faut toujours diversifier. Hein. Mais, et puis, ça dépend de ton horizon de temps, surtout. Hein, c'est toujours le premier critère. Mais si tu as un horizon de temps assez long, c'est pas idiot de voir qu'en Europe, finalement, les valorisations par rapport au marché sont basses. Mais il y a aussi des raisons très bonnes pour ça, sur les opportunités économiques, les perspectives économiques en Europe versus d'autres régions. Ouais. Pour une des missions du podcast, c'est d'essayer de rendre les investisseurs plus éclairés, peut-être plus sophistiqués que la personne lambda qui investit. Quelles seraient les ressources ou les outils qui pourraient nous aider les auditeurs à s'équiper un peu plus sur ces sujets-là et à prendre un peu plus le contrôle? Je crois que tu citais Primary Bird qui est... Alors ça, c'est une plateforme pour t'aider à participer, j'imagine, je sais pas, personnellement, je n'investis pas parce que je fais ça tous les jours au travail, donc je ne le fais pas personnellement. Mais j'imagine que c'est une plateforme qui te donne accès sur des plateformes aussi comme Boursorama, et voilà, tu as des sites dédiés, hein. Donc ça, c'est simplement, est-ce que tu peux accéder à ces opérations de marché? Encore une fois, je pense que l'opération de marché, c'est très risqué, donc je ne sais pas si c'est la meilleure approche. Sauf si, encore une fois, tu as une bonne connaissance d'un dossier, d'un management, et que tu suis vraiment un secteur précisément. Et là, les ressources... franchement, ce qui a changé ces dernières années, c'est que l'information est là, il y en a beaucoup. Je te disais, même moi, maintenant, je peux préparer des rendez-vous avec des managements en écoutant des podcasts sur lesquels le fondateur est intervenu. Tu as beaucoup d'informations. Donc finalement, l'information est là. Après, il faut arriver à avoir une approche un peu, je dirais, professionnelle, rigoureuse. Mais dans ce cas, ça devient un métier. Et donc, quand c'est pas ton métier, c'est compliqué de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bien le faire. Je pense que c'est très bien de s'intéresser aux choses, mais il faut lire un rapport annuel, il faut écouter des résultats de sociétés, aller aux AG. Donc, ça prend du temps de sentir... En fait, c'est des hommes derrière des sociétés, hein, c'est des équipes, c'est des gens. Donc, en fait, plus de temps tu passes avec ces personnes-là, déjà, plus tu auras une confiance dans l'exécution. Puis après, c'est des marchés où là, les facteurs externes que tu ne contrôles pas. Et voilà, si tu as une bonne vue sur l'évolution géopolitique du monde, des devises, dans ce cas, tu peux prendre des vues. Mais en fait, comme tout investisseur aujourd'hui, nous, c'est l'information publique qui est disponible. Les plateformes ou d'infos ou quoi, est-ce qu'il y en a que tu trouves particulièrement intéressantes? Moi, j'utilise perso Zone Bourse. Je trouve c'est pas mal en termes d'infos économiques sans avoir à payer une blinde comme Bloomberg. Ouais, je m'en parle pas. Écoute, ouais, c'est bien. Après, mon contre-argument, c'est tout le monde y a accès, donc tu ne seras pas plus et mieux que les autres. Donc en fait, non, mais l'alpha, mais en fait, les gens sont trop impatients quand ils investissent. La réalité, c'est que il faut tenir tes positions et éviter de faire des rentrées et des sorties. C'est ce qui coûte le plus aux investisseurs, en particulier, mais tout le monde, c'est de rentrer et de sortir. Essayer de rentrer et de sortir. Si tu fais quelque chose qui est assez simple et tu attends de voir comment une société performe et délivre, tu restes avec eux, tu les accompagnes, et si quelqu'un te déçoit, tu sors assez vite, parce que là aussi, parfois, on est tenté de récupérer
les sociétés qui marchent pas ou les cours de bourse à la cave et ça paye pas. Donc, pour un investisseur particulier, je pense qu'il faut essayer de faire le moins d'allers-retours possible. Alors, vraiment l'analyse du diligence au début, en préalable, et ensuite... Suivre, continuer à leur parler, suivre beaucoup. Donc non, j'ai pas de... Malheureusement, si j'en ai, ça serait, mais j'ai pas de recette secrète là-dessus. Et c'est d'être plutôt diversifié, mais bon, ça, tout le monde le sait, hein, autant que possible. Ouais. Et où est-ce que les gens peuvent te suivre, toi, et prendre contact peut-être avec toi si tu le permets ou... Oui, moi je suis sur LinkedIn comme beaucoup de gens, donc on peut toujours me contacter là-dessus. Après, nous, cette autre gestion, on n'est pas ouvert aux particuliers, on n'a que des investisseurs institutionnels, on n'a pas vocation non plus à trop communiquer. Voilà, là je participe parce que j'aime bien parler des IPO et que c'est un produit passionnant, mais c'est vrai qu'on n'est pas une société qui interagit beaucoup avec les particuliers. Mais on peut être joignable sur LinkedIn. On communique de temps en temps des nouvelles sur le marché. Ouais. Et tu as un podcast aussi. Hein. Tu es très modeste à ce sujet. Mais... Ouais, alors moi, mon podcast, j'ai la chance. Je parle peu, je pose juste quelques questions et je laisse mes invités parler parce que ceux qui ont des choses intéressantes à dire, c'est souvent des fondateurs ou des managements, donc des CFO, des CEO, qui sont allés dans un processus d'IPO. Et l'idée là aussi du podcast, c'était de leur faire partager leur expérience parce qu'en fait, quand tu amènes ta société en bourse, très rarement, tu n'as jamais fait toi-même d'introduction en bourse en tant que management. Tu n'as pas l'expérience, tu découvres ce que c'est que le marché, le positif et le négatif, parce que tu as beaucoup de conseils autour de toi pendant ces processus-là, mais les conseils vont toujours donner les conseils ils pensent que tu as envie d'attendre, ils ne vont pas te dire ce que tu devrais entendre, mais que tu n'as peut-être pas envie d'entendre. Donc, l'idée du podcast, c'était d'avoir cet échange assez ouvert et que je puisse ensuite le faire passer à d'autres équipes de management ou de sociétés, qu'elles puissent entendre de la part de sociétés qui ont fait leur introduction en bourse, comment se préparer, quels sont les risques, quelles sont les bonnes choses à faire, donc les bonnes pratiques. Et donc, ça part d'un intérêt vraiment sur le produit et aider l'écosystème à être toujours un peu plus efficace, un peu plus efficient. Ouais. Noble cause. Noble cause. Ça s'appelle IPO Stories, on mettra dans les notes. Ouais, c'est super, ouais. Merci. Ouais, c'est un peu pour les geeks, c'est assez niche, hein. C'est pour ceux qui aiment le sujet. Mais on a des sociétés, des intervenants qui sont assez intéressants. Là, j'en ai prochainement des relations investisseurs qui vont parler comment on communique avec le marché. Quel est le rôle d'un relation investisseur. C'est intéressant comme sujet. Hein. C'est la société communique, mais elle a aussi besoin de prendre le feedback du marché. Tu me posais la question sur qu'est-ce qui se passe quand le cours est en baisse. Les relations investisseurs vont essayer justement de faire remonter l'information à leur board pour essayer aussi de comprendre, mais peut-être que voilà, on communique mal ou on nous fait passer un message qu'il faut peut-être commencer à intégrer dans notre soit stratégie, soit communication financière. Donc tu vois, ça c'est intéressant. Super intéressant. Et même du côté investisseur, de savoir comment les relations investisseurs des sociétés communiquent. Tu peux lire entre les lignes et tu peux dire deux choses différentes. Deux personnes peuvent lire le même message avec deux interprétations différentes, un peu comme les gens qui décryptent les discours de la Fed, tu sais, où en fait chaque mot est pesé. Et puis ça va aussi dépendre de la responsabilité des relations investisseurs. Est-ce qu'elle est dans l'équipe communication, souvent, ou est-ce qu'elle est dans l'équipe direction financière? Et puis ça va pas être du tout la même nature, la même profondeur aussi ou niveau de détail. Et quand tu es dans l'équipe communication, généralement, tu as peut-être tendance à vouloir dire trop et à embellir les choses. Et quand tu reportes à la direction financière, ça sera aussi un spin un petit peu différent. Donc ça, c'est intéressant, ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Comme tu disais, c'est vraiment apprécié parce que, comme tu disais, tu n'es pas à la recherche d'épargnants en particulier, mais de nous ouvrir un peu à tes compétences. C'est vraiment, vraiment très appréciable. Donc, merci beaucoup Gauthier. Écoute, avec plaisir. J'espère que ce n'était pas que du chinois, mais voilà. Je te dirai, en fonction des retours. Je dirais Super, c'est sympa de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi, à bientôt. Merci, Mako. Si le sujet des IPO t'intéresse, je te recommande d'écouter l'épisode 219 sur lequel on raconte comment se passe une introduction en bourse du côté de l'entreprise avec son dirigeant. Bonne écoute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Fais-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!